Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Si ce genre de contenu t'aide à reprendre la main sur ta vie, abonne-toi dès maintenant. Ici, on parle de temps, d'attention et de présence, sans blabla. Est-ce que toi aussi tu as cette impression étrange que tout va de plus en plus vite, que les semaines s'enchaînent, que les mois glissent comme des stories qu'on swipe sans même les regarder jusqu'au bout, que les années passent comme des mises à jour d'applications qu'on accepte sans lire les conditions? Tu te retournes et tu te dis « Mais on est déjà là ?» Et quelque part, tu ne sais même plus ce que tu as vraiment vécu entre deux dates. On a tous entendu cette phrase « Plus on vieillit, plus le temps passe vite ». Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement une remarque de grands-parents mélancoliques. C'est devenu une sensation collective, une espèce de vertige silencieux qui traverse notre époque. On vit dans un monde où tout s'accélère. Les vidéos doivent être plus courtes, les réponses plus instantanées, les parcours plus rapides. On veut du résultat, tout de suite. Et pourtant, paradoxalement, on a l'impression de manquer cruellement de temps. Le point important, c'est que le problème n'est pas seulement le temps au sens physique. Les secondes continuent de faire leur travail, exactement comme avant. Ce qui change, c'est notre expérience du temps, notre manière d'habiter les heures, notre capacité à sentir, enregistrer, retenir et donner une forme à ce qu'on traverse. Le neuroscientifique David Eagleman explique quelque chose de fascinant à ce sujet. Dans Incognito, The Secret Lives of the Brain, il montre que notre cerveau ne mesure pas le temps comme une horloge, mais en fonction de la quantité d'informations nouvelles qu'il reçoit. Quand tu découvres un nouvel endroit, une nouvelle personne, une nouvelle activité, ton cerveau travaille beaucoup. Il enregistre, compare, analyse, stocke. Il fabrique des souvenirs riches, avec des détails, des textures, des repères. Et plus il en crée, plus après coup, tu as l'impression que ce moment a duré longtemps. À l'inverse, quand tes journées se ressemblent, qu'elles sont rythmées par les mêmes trajets, les mêmes appuis, les mêmes gestes, ton cerveau se met en mode économie. Il compresse l'information. Une journée passée à scroller sur les réseaux peut donner l'illusion, sur le moment, d'être remplie, stimulante, saturée de contenu. Mais dans ta mémoire, elle laisse très peu de traces distinctes. Une masse floue, interchangeable. Résultat, quand tu regardes en arrière, tu as l'impression que le temps a filé, parce que presque rien ne s'est déposé en toi. Et c'est là l'un des grands paradoxes de la modernité. Nous vivons bombardés de nouveautés superficielles, mais pauvres en profondeur. Notre cerveau consomme des milliers de micro-stimulations par jour. Notifications, messages, publicités ciblées, recommandations algorithmiques, vidéos ultra courtes. Mais ces micro-stimulations ne deviennent pas de vrais souvenirs. Elles saturent notre attention sans nourrir notre mémoire. Alors le temps se transforme en flux continu, sans repère. Et quand il n'y a plus de repère, tout devient déjà passé. Le sociologue Hartmut Rosa décrit cela dans Accélération, une critique sociale du temps. Il explique que notre société moderne est structurée autour de ce qu'il appelle l'accélération sociale. Tout ce qui peut être accéléré l'est. Communication, transport, cycle économique, tendance culturelle. Un sujet fait le buzz un jour, disparaît le lendemain. Une plateforme explose, puis se fait remplacer par une autre. Dans ce mouvement perpétuel, nous sommes pris comme dans un courant. On nage, on suit, on réagit, mais on ne choisit plus vraiment le rythme. Rosa dit aussi quelque chose de décisif. Nous vivons dans un monde où nous voulons toujours gagner du temps. On commande en un clic, on se fait livrer, on binge-watch, on accélère la vitesse des audios. Certains regardent les vidéos en x1.5 ou x2 pour aller plus vite. On consomme des résumés au lieu de lire des livres, des threads au lieu d'articles, des shorts au lieu de documentaires. Mais ce temps théoriquement gagné,
on ne le transforme presque jamais en temps vécu plus profondément. On le remplit juste avec encore plus de choses. Le problème, ce n'est donc pas seulement la vitesse extérieure, c'est ce que cette vitesse fait à notre expérience intérieure. Rosa parle d'une perte de résonance. La résonance, c'est ce moment où quelque chose dans le monde te touche vraiment. Une conversation sincère, une musique qui te traverse, un paysage qui te bouleverse, un geste qui te marque, une phrase qui s'imprime. C'est le lien vivant entre ce que tu es et ce que tu vis. Plus tu es en résonance avec le monde, plus tu sens le temps, plus il devient consistant, incarné. Mais à force de tout accélérer, ce lien se casse. Les choses passent devant toi, mais ne t'atteignent plus. Et si tu regardes honnêtement ta vie numérique, tu verras que beaucoup de journées ressemblent à ça. Des flux. Flux d'informations, flux d'images, flux d'avis, flux d'actualités, flux de contenu. Tu scrolles, tu likes, tu fermes, tu ouvres autre chose. Le cerveau, lui, ne sait plus où se poser. Il saute d'une chose à l'autre. Il réagit, mais ne s'immerge plus. Il s'active, mais ne raisonne plus. Henri Bergson, philosophe du début du XXe siècle, avait déjà vu une partie de ce problème, bien avant TikTok et les Reels. Dans Essai sur les données immédiates de la conscience, il explique que le temps mesuré, celui des montres, des horloges, des agendas, n'est pas le vrai temps de notre vie. Le vrai temps, celui qu'il appelle la durée, c'est le temps vécu de l'intérieur. Et cette durée n'est pas faite de secondes juxtaposées comme des briques. Elle est faite de continuité, de nuances, de mélanges, d'émotions. Une minute d'angoisse peut paraître interminable. Une heure de passion peut sembler passer en un clin d'œil. Une semaine de vacances riche en découvertes et en rencontres laisse l'impression d'avoir été longue et pleine. À l'inverse, 6 mois de routine automatisée peuvent disparaître en un claquement de doigts dans ta mémoire. Pour Bergson, c'est la qualité de ta présence à ce que tu vis qui crée la sensation du temps, beaucoup plus que la quantité objective de secondes qui s'écoulent. Or, dans notre époque hyper connectée, cette qualité de présence est constamment attaquée. On le voit bien, on ne regarde plus un film sans toucher à son téléphone. On ne marche plus sans écouter un podcast ou de la musique. On ne mange plus sans être tenté de jeter un œil aux notifications. L'instant n'est plus complet, il est perforé, troué par d'autres ailleurs. Résultat, on est rarement vraiment là. Et quand on n'est pas là, le temps file dans notre dos. Il y a aussi un autre facteur, plus biologique. Le physicien Adrian Béjean a proposé une explication intéressante dans un article intitulé « Why the days seem shorter as we get older ». Il explique que notre cerveau, avec l'âge, traite certaines informations, notamment visuelles, plus lentement. Enfant, notre système nerveux rafraîchit très vite notre image mentale du monde, comme si notre conscience recevait un grand nombre d'images par seconde. En vieillissant, ce taux baisse. Pour la même durée physique, nous enregistrons moins de changements, moins de photogrammes de réalité. Et quand tu enregistres moins, le film te paraît défiler plus vite. Et ce qui est troublant, c'est que notre mode de vie moderne amplifie encore ce phénomène. La surstimulation numérique crée une impression de remplissage permanent, mais elle n'augmente pas le nombre de vraies images intérieures. Au contraire, elle peut même le réduire. Elle sature ton attention sans lui laisser le temps de se poser. C'est un peu comme regarder 10 vidéos en même temps sur 10 écrans. Ton cerveau croit être submergé, mais au final, tu ne retiens presque rien. Il y a des jours où l'on se réveille avec la sensation d'être déjà en retard sur sa propre vie. Le réveil sonne, l'écran s'allume, et avant même que le corps ait trouvé son rythme, l'esprit court déjà. Les messages s'empilent, les agendas débordent, les flux d'informations glissent sous les doigts. Les heures s'enchaînent comme des trains qu'on ne prend jamais vraiment. On mange trop vite, on parle en accéléré, on vit par fragments.
Et le soir, quand on ferme enfin les yeux, on se demande où est passée la journée. Ce n'est pas qu'elle a été courte, c'est nous qui ne l'avons pas habitée. C'est une impression collective. Partout, les gens répètent la même phrase. J'ai l'impression que le temps passe plus vite qu'avant. Pourtant, les secondes mesurent toujours la même chose. Ce qui change, ce n'est pas le temps, c'est notre présence. Notre époque a inventé un paradoxe absolu. Plus nous gagnons du temps grâce à la technologie, moins nous en avons vraiment. Nous pouvons accélérer la communication, le travail, les déplacements, l'accès à la connaissance. Mais dans cette accélération, on a oublié ce que voulait dire vivre le temps. Regarde autour de toi, le monde clignote. Les images défilent à la vitesse d'un souffle. On parle en story, on pense en post, on mesure notre existence en pourcentage de batterie et en notifications non lues. Nos souvenirs se dissipent dans le cloud, nos émotions se résument à des icônes. Le temps, lui, reste silencieux. Il ne court pas, il nous regarde courir. Les enfants vivent le monde dans une intensité brute. L'adulte, lui, trie, filtre, anticipe. Il croit gagner en efficacité, mais il perd en présence. Dans le vacarme numérique, notre attention se disperse en 1000 éclats. 20 fenêtres, 10 notifications, 3 conversations, un fond sonore permanent. On répond en lisant à moitié. On écoute en pensant déjà à la suite. À force, le cerveau sature, la mémoire s'efface plus vite et on confond être occupé avec exister. Rosa dirait « Quand tout accélère, plus rien ne résonne. Et quand plus rien ne résonne, le temps devient vide. Une succession de tâches, d'alertes, de deadlines. Une colonne d'horaires sans relief. Nous avons externalisé la mémoire dans nos téléphones, la réflexion dans les algorithmes, la curiosité dans les moteurs de recherche. Tout est disponible, mais plus rien ne se dépose. Le temps glisse. Il s'échappe entre nos doigts comme de l'eau qu'on voudrait serrer. Combien de fois as-tu eu l'impression de ne plus te souvenir précisément d'une journée? De la voir se résumer à quelques images floues, un écran, un trajet, un repas vite avalé, une voix entendue en vitesse? Ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est un symptôme collectif. Nous vivons dans un présent tronqué, saturé de fragments. Et notre cerveau, lui, est devenu une timeline. Ça défile, ça se rafraîchit, ça disparaît. Et pourtant, il reste sous cette surface un besoin viscéral de lenteur, une nostalgie de l'instant plein, celui où le monde semblait s'arrêter pendant une respiration. Cette sensation qu'on avait parfois, enfant, quand une lumière d'été traversait la pièce, ou quand une chanson nous faisait frissonner sans qu'on sache pourquoi. Ce temps-là n'a pas disparu. Il est recouvert de bruit. Les philosophes parlaient de la durée vécue. Bergson disait « Le vrai temps est celui de la conscience, pas celui des montres. » Le temps intérieur est fait d'émotions, de rythmes invisibles, de souvenirs qui se mélangent. Quand tu vis pleinement une expérience, tu cesses de la mesurer, tu la ressens, tu la respires. Et c'est exactement cette présence que nous devons réapprendre à cultiver au cœur du siècle numérique. Parce que paradoxalement, plus notre monde se digitalise, plus il nous renvoie à une question très ancienne. Qu'est-ce que vivre? Nous avons connecté les continents, décodé le génome, créé des intelligences artificielles capables d'imiter nos pensées. Et pourtant, beaucoup de gens se sentent désynchronisés du monde. On sait presque tout, mais on ne goûte presque rien. On prédit, on anticipe, on simule, mais on ne s'arrête plus. On vit dans un espace compressé où l'attente a disparu. Tout est instantané. On oublie que l'attente fait partie du désir, que la lenteur nourrit la profondeur. L'amour lui-même devient rapide, algorithmé. On swipe des visages au lieu de se perdre dans un regard. La conversation devient un échange de fragments, et le silence, une gêne à combler. Mais le silence,
c'est justement ce qui permet au monde de respirer en nous. Quand la voix se tait, quelque chose revient. Le battement de ton propre cœur. Et si c'était là, dans ce battement, que se trouvait la vraie mesure du temps? On passe tant de temps connecté qu'on en arrive à oublier ce que c'est que d'être présent pour de vrai. On croit être au monde parce qu'on le regarde sur un écran, parce qu'on le commente, parce qu'on l'archive en photo. Mais la réalité filtrée n'a pas la même température que la réalité vécue. Une photo de coucher de soleil n'éclaire pas ton visage. Une story ne te réchauffe pas la peau. Le virtuel te montre le monde. Il ne te le fait pas traverser. Nous vivons dans un univers où tout se double. Les paysages ont leur version numérique, les corps leurs avatars, les souvenirs leurs archives. Nos visages se reflètent désormais dans l'œil des caméras plus que dans celui des autres. Et à force d'être visibles, on en devient parfois transparent. Nous avons gagné la permanence. Rien ne s'efface vraiment. Mais nous avons perdu la profondeur. Tout se consomme, même les émotions. Le temps, lui, résiste à cette logique. Il ne se laisse pas accélérer par un clic. Il garde son rythme organique, celui du cœur, de la respiration, de la cicatrisation, de la croissance lente des arbres et de la peau. Mais nous vivons souvent déconnectés de ces cadences naturelles. On mange vite, on dort mal, on répond à la seconde à un message venu de l'autre bout du monde, et on oublie d'écouter la voix qui monte depuis l'intérieur. Il existe un mot japonais, ma. Il désigne l'espace entre deux sons, entre deux gestes, le silence qui donne son sens à la mélodie, la pause qui rend la phrase respirable. Dans une société de saturation, nous avons presque détruit le ma. Nous remplissons tous les vides pour ne plus sentir le flottement de l'attente, la fragilité du temps libre. Pourtant, c'est là que naît la conscience du moment, dans l'espace qu'on lui laisse. Bergson disait aussi que le temps est invention. Il existe par la création, par la nouveauté intérieure qu'on y met. Et si dans un monde saturé de déjà-vu, la plus grande création devenait de savoir encore s'étonner, de redevenir capable d'émerveillement malgré la routine, malgré les écrans, malgré les images trop parfaites qui prétendent tout montrer? On dit souvent « je veux plus de temps », mais en réalité ce qu'on veut, c'est plus d'intensité. Des minutes pleines, des heures qui comptent, des jours qui laissent des traces. Le temps que nous cherchons n'est pas une quantité, c'est une densité. Il ne s'agit pas d'avoir plus d'instants, mais d'en vivre davantage. Alors comment retrouver cette densité? Peut-être en cessant de consommer la vie comme un fil d'actualité. Dans la logique du flux, chaque chose chasse la précédente. Rien ne dure parce que tout doit être remplacé. Revenir au temps véritable, c'est accepter la continuité. Approfondir au lieu de zapper. Rencontrer quelqu'un et s'y arrêter. Lire un livre jusqu'au bout, même quand il ne te séduit pas immédiatement. Rester face à une question sans chercher dans la seconde une réponse instantanée. Nos outils modernes sont puissants, mais ils ne savent pas attendre. Et celui qui ne sait plus attendre ne sait plus désirer. Le désir a besoin d'espace, de vide, d'un peu de lenteur pour mûrir. Sans cela, tout devient consommation immédiate. Même nos passions s'usent avant d'avoir commencé. Une part du bonheur se cache peut-être dans un rythme oublié, celui de la maturation. Une idée a besoin de nuit pour s'éclaircir. Une relation a besoin de silence. Un apprentissage a besoin d'erreur. Aujourd'hui, on veut tout immédiatement, sinon on croit être en retard. Mais la vie réelle ne connaît pas la mise à jour automatique. Elle avance à la vitesse de nos respirations. Le philosophe Byung-Chul Han explique dans Le Parfum du temps que notre société ne produit plus de récits continus. Elle multiplie les événements, mais perd la narration. Tout semble avoir la même valeur. Un souvenir fort, une publicité, une vidéo drôle, un fait divers, une guerre à l'autre bout du monde. Tout se mélange dans le même flux, sans hiérarchie émotionnelle. Et c'est cette perte de sens, plus encore que la vitesse, qui crée la sensation de fuite. Le temps accéléré n'est pas seulement un temps qui va vite, c'est un temps qui n'a plus de direction. On avance sans savoir vers quoi. On remplit nos plannings,
nos disques durs, nos esprits d'objectifs. Mais on laisse trop peu d'espace pour se demander pourquoi. À force de vouloir maîtriser le temps, on oublie que lui aussi nous façonne. Dans le silence, il se passe quelque chose d'invisible. Le monde continue d'exister sans nous. Et peut-être que c'est cette évidence qui nous effraie. On voudrait être partout, savoir tout, suivre tout. Mais la sagesse, c'est d'accepter notre finitude. Accepter qu'il y aura toujours plus à vivre que ce que nous pourrons contenir. Plus à apprendre que ce que nous pourrons comprendre. Sénèque disait « La vie, si on sait la vivre, est assez longue. » Peut-être qu'au lieu de chercher à allonger le temps, il faut apprendre à l'élargir, à vivre plus large, pas plus vite, à donner de l'épaisseur aux heures au lieu d'en ajouter. Alors, que faire concrètement? Il ne s'agit pas de rejeter la modernité, ni de fuir la technologie. Il s'agit de réinventer un usage du temps au milieu d'elle. Utiliser les outils pour créer, pas seulement pour combler l'ennui. Réhabiliter le vide comme un espace fertile. Laisser des pauses dans le flux. Essaie un jour de ne rien faire pendant quelques minutes. Pas d'écran, pas de son, pas de but. Juste respirer, écouter, regarder. Au début, ton cerveau réclamera sa dose de distraction. Ta main cherchera le téléphone par automatisme. Ton regard balayera la pièce en quête d'un stimulus. Attends, résiste à ce réflexe. Et après ce léger malaise, quelque chose s'ouvre, le réel revient. Tu recommences à entendre ce que tu n'entendais plus. Un froissement de vêtements, la charpente qui craque, des pas dans le couloir, ta propre respiration. Et là, le temps reprend corps. Ce n'est pas spectaculaire, c'est précisément pour ça que c'est puissant. C'est dans ces moments apparemment vides que la mémoire se recharge. Le cerveau, débarrassé de la saturation, retrouve sa capacité à relier, imaginer, créer. Beaucoup d'élans créatifs naissent dans la lenteur, dans la marche, dans l'attente, dans ces minutes où l'esprit dérive. Pourtant, notre époque a honte de ces parenthèses. On les appelle pertes de temps, alors qu'elles sont souvent la source même du sens. Ce qu'il faut retrouver, c'est une écologie intérieure du temps. Voir tes minutes comme une ressource vivante, pas comme un budget à optimiser. Certaines doivent être productives, d'autres calmes, d'autres gratuites. Le jour a besoin de respiration, comme le corps a besoin de battements. Et ces respirations, personne ne les programmera pour toi. C'est à toi de les protéger. Ralentir n'est pas une fuite, c'est un retour à l'équilibre. Le monde aura toujours tendance à accélérer. À toi d'y opposer l'art de la lenteur consciente. Refuser la hâte, c'est refuser l'oubli. Chaque instant que tu vis laisse une empreinte. Parfois elle est légère, parfois elle change une trajectoire. Mais plus la vie s'accélère, plus les empreintes deviennent fines. On marche vite, sans laisser de traces profondes, et le monde semble glisser sous nos pas. Pourtant, ce sont ces traces qui nous racontent. Ces suspensions du flux où quelque chose a compté. Regarde comment les souvenirs se forment. Ce ne sont presque jamais les journées les plus remplies qui restent, mais celles qui ont eu un goût, un parfum, une émotion précise. Un mot, une lumière, une musique, un regard. La mémoire ne garde pas les heures, elle garde les vibrations. Et dans le bruit moderne, ces vibrations ont du mal à trouver une place pour se déposer. Nous sommes devenus des archivistes du vide. Des milliers de photos prises et jamais revues. Des vidéos stockées dans des clouds sans spectateurs. On collectionne des preuves de moments qu'on n'a pas vraiment vécus. Clic au lieu de regard. Pixel au lieu de sensation. Tentative de retenir ce qu'on n'a pas eu le temps de ressentir. C'est une manière moderne de conjurer la fuite. Accumuler des traces numériques de ce qu'on ne parvient plus à incarner. Mais la mémoire vivante, celle qui te construit, ne se télécharge pas. Elle naît du contact, de la lenteur, de la présence. Un souvenir qui dure, c'est un souvenir qui t'a traversé jusqu'au corps. Le cerveau n'est pas une bibliothèque froide.
Il ressemble à une peau. Ce que tu vis intensément s'y imprime. Les odeurs, les voix, les tremblements, les détails. Parfois, quand tout va trop vite, il suffit d'un geste. Une main posée sur ton épaule. Une chaleur humaine qui te rappelle que tu es ici, maintenant. Que le temps réel n'est pas sur ton écran, mais dans la vibration du monde. Ces gestes simples nous maintiennent humains, parce qu'ils appartiennent à une temporalité que rien ne peut accélérer, celle du cœur battant. On parle souvent d'amour comme d'un sentiment, mais c'est aussi un rythme. Aimer, c'est ralentir. C'est faire une pause dans le chaos pour écouter vraiment, regarder vraiment, être disponible. L'amour, l'amitié, la solidarité sont des forces de décélération. Un « je t'écoute » sincère, aujourd'hui, est presque un acte de résistance. Et si la vraie richesse, dans un monde saturé d'informations, devenait la disponibilité? Être riche, ce serait peut-être avoir le luxe du temps pour les choses importantes, pour soi, pour les autres, pour la vie. La mort, elle, nous rappelle brutalement ce que nous oublions. Chaque disparition nous ramène à l'urgence d'être présent. Elle resserre le temps et révèle sa fragilité. Dans notre société, on repousse la mort hors du champ, on la masque, on la maquille. Mais c'est la conscience de la fin qui donne à la vie son relief. Si tout était infini, rien n'aurait de valeur. Le temps, parce qu'il s'arrêtera un jour, devient précieux. Face à cette finitude, beaucoup ressentent de l'angoisse. Mais cette angoisse peut devenir une force. Quand tu réalises qu'aucune seconde ne reviendra, tu peux soit paniquer, soit t'éveiller. L'enjeu n'est pas de remplir le temps, mais de le goûter. Le courage aujourd'hui, c'est d'accepter que le temps est limité et d'en faire malgré tout un espace d'infini. Cet infini, c'est la qualité du regard. On peut vivre 1000 instants sans jamais les voir. On peut aussi vivre un seul instant et le ressentir comme une éternité. Quand tu regardes quelqu'un que tu aimes, quand tu te perds dans un paysage, quand tu entends un silence qui te dépasse, tu expérimentes cet élargissement du présent. Une seconde s'ouvre et tout devient plus vaste. Le monde technologique nous pousse sans cesse vers l'après. L'algorithme anticipe nos désirs, l'interface prédit nos besoins. Les flux nous poussent vers ce qui vient ensuite. Cette promesse permanente de futur nous vole le présent. On vit préoccupé, et pendant ce temps, la réalité glisse. Revenir au présent n'est pas une fuite, c'est un réveil. C'est comprendre qu'un instant vécu en conscience devient un fragment d'éternité. Les poètes, les mystiques, les méditants, les amoureux parlent du même lieu. Celui où le temps cesse de passer parce qu'il est pleinement vécu. Ce lieu est accessible. Il suffit de ralentir, respirer, regarder. Nous avons besoin d'une écologie du regard, apprendre à fixer les yeux un peu plus longtemps sur quelque chose de vrai. Une personne, un arbre, une rue. Redonner de la valeur au simple fait d'observer. Parce que ce que tu regardes réellement te transforme. Tu deviens ce à quoi tu donnes ton attention. Si tu la donnes aux écrans, tu deviens fragmenté. Si tu la donnes au monde, tu redeviens vivant. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi parlait du flow, cet état où tu es absorbé dans une activité exigeante et pleine de sens. Dans ce flux, tu ne sens plus le temps de la même manière. Ce n'est pas une fuite, c'est une présence totale. Le passé ne tire plus, le futur ne pousse plus. Il n'y a que l'action, le geste, la création. Et paradoxalement, même si tu n'as pas vu le temps passer, tu ne l'as pas perdu, tu l'as habité. Mais pour entrer dans ce flot, il faut un environnement intérieur plus calme. Le bruit extérieur est permanent. Le silence, lui, doit être conquis. Et ce silence, tu peux le trouver partout. Dans un trajet, sous la pluie, dans l'observation d'un visage endormi, dans une marche sans but. La beauté n'est jamais absente. C'est nous qui passons trop vite devant elle.
Et si ralentir, au fond, c'était apprendre à voir à nouveau. Voir la beauté d'un geste, d'un mot, d'un instant partagé. Dans l'accélération, tout s'uniformise. Dans la lenteur, tout redevient singulier. Chaque chose retrouve son timbre, sa saveur, sa vérité. Regarde par la fenêtre. Le monde n'attend pas que tu sois prêt pour exister. Il est là, offert. Chaque battement de cœur est une preuve que tu partages encore la cadence du vivant. Et ça, aucune machine, aucun algorithme ne pourra le calculer à ta place. Peut-être que la véritable modernité n'est pas d'aller toujours plus vite, mais de savoir quand s'arrêter. Comprendre que le progrès n'a de sens que s'il nous laisse encore le temps d'être humains. Nous avons créé des machines capables de calculer plus vite que tout ce que nous imaginons. Mais aucune ne sait savourer un instant. Aucune n'entend le silence entre deux notes, cette pause où tout le sens se glisse. L'intelligence artificielle apprend à reproduire nos mots, nos gestes, nos voix. Mais elle ne sait rien du frisson qui traverse la nuque quand un souvenir revient, ni de la tristesse douce d'un soir d'hiver. Elle ne sait pas ce que signifie attendre, douter, perdre du temps à rêver. Et c'est précisément cette lenteur intérieure qui fait notre grandeur. Nous pouvons déléguer des tâches, pas la conscience. Alors oui, dans ce siècle saturé de vitesse, il devient vital de réapprendre la lenteur comme une compétence. Ralentir pour se reconnecter à la réalité, pas pour la fuir. Ralentir pour laisser la mémoire recommencer à écrire au lieu de simplement stocker. Imagine que le temps soit une mer. Le monde numérique est le vent qui souffle sur la surface. Il crée des vagues, des reflets, du mouvement constant. Ça attire le regard, ça hypnotise. Mais les profondeurs, elles, bougent à peine. C'est là que vivent nos racines, nos pensées longues, nos émotions profondes. Si tu restes toujours à la surface, tu ne verras que le tumulte. Si tu plonges, tu retrouves la lenteur du silence. Ralentir, ce n'est pas refuser le monde, c'est apprendre à y plonger. Il faut du temps pour aimer, guérir, créer, comprendre, se transformer. Rien de ce qui a de la valeur ne pousse trop vite. Les arbres les plus solides sont ceux qui ont mis le plus de temps à enfoncer leurs racines. Les grands moments semblent parfois surgir d'un coup. Une rencontre, une révélation, un changement. Mais ils étaient souvent en préparation depuis longtemps. Le temps travaille pour nous, même quand on l'oublie. Il polit nos contours, il nous modèle à notre insu. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance, le laisser couler, le laisser faire. La technologie n'est pas l'ennemi, elle est un amplificateur. Si on l'utilise pour aller toujours plus vite, elle nous épuise. Si on l'utilise pour créer, réfléchir, relier, elle devient un instrument d'éveil. La différence, ce n'est pas l'outil, c'est la conscience qu'on met dedans. Nous vivons une époque de vertige. Tout s'accumule, tout se superpose. On est plus informé que jamais, et pourtant souvent perdu. Mais ce désordre peut devenir une chance. Il oblige à choisir, à reprendre possession de l'attention, à dire « ce moment-ci, je le garde », à protéger la flamme fragile de la présence au milieu du vent. Le danger de notre époque, ce n'est pas uniquement la vitesse du monde, c'est la disparition de l'intérieur. Si tu veux résister à l'accélération, cultive ton intériorité. Lis lentement, marche sans but, écoute les gens jusqu'au bout. Regarde la nuit tomber, sans rien faire d'autre. Tout ce que tu crois perdre ainsi, tu le récupères sous une autre forme, la clarté. Quand tu redeviens présent, le monde se remet à respirer. Tu entends les nuances, tu sens les textures. Tu remarques que le temps n'est pas linéaire. Il pulse, il s'étire, il se resserre, il vibre. Le présent n'est pas un point entre le passé et l'avenir. C'est un océan qui te traverse. Et ça, c'est entre tes mains, à chaque instant. Avant de terminer,
Je veux te laisser avec une image simple. Le temps n'est pas seulement une rivière qui coule, c'est aussi une matière que tu sculptes. Et tu la sculptes avec tes choix les plus minuscules. Pas avec les grandes décisions rares, mais avec les micro-gestes quotidiens, où tu poses ton regard. À quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. Combien de fois tu te reconnectes à ton souffle au lieu de te reconnecter à une notification. Si tu veux une méthode concrète, commence petit, mais commence net. Choisis un ancrage par jour, un moment bref où tu reviens volontairement au réel. Boire ton café sans écran, marcher 10 minutes sans écouteurs, finir une conversation sans regarder ton téléphone, manger en silence les 3 premières bouchées, regarder le ciel 2 minutes avant de monter en voiture. L'objectif n'est pas de devenir parfait. L'objectif est de recréer des îlots de présence, parce que ce sont ces îlots qui rendent le temps habitable. Autre pratique simple, le journal de 3 lignes. Chaque soir, écris 3 choses très simples. Un fait marquant, même minuscule. Une sensation, une odeur, une lumière, une fatigue, une énergie. Et une interaction humaine. Un mot, un sourire, un message, un conflit. Ce mini-rituel entraîne ton cerveau à distinguer les jours, à leur redonner des contours. Et quand les jours ont des contours, ils cessent de se dissoudre. Tu peux aussi décider d'introduire une nouveauté par semaine, pas forcément spectaculaire. Une rue que tu n'as jamais prise, un plat que tu n'as jamais cuisiné, une playlist différente, une visite dans un lieu proche que tu ignores. L'idée est de créer des premières fois, à petite dose. Les premières fois, c'est du temps qui se densifie. Et enfin, protège ton attention comme tu protégerais ta santé. Parce que l'attention, c'est la porte d'entrée de la mémoire. Ce que tu n'as pas vraiment regardé, tu ne peux pas vraiment le garder. Ce que tu n'as pas vraiment vécu, tu ne peux pas vraiment le sentir durer. Si tu veux, fais le test dès aujourd'hui. Quand tu finiras cette vidéo, ne clique pas tout de suite. Reste 10 secondes en silence. Ressens le poids de ton corps, le contact de tes pieds, l'air qui entre, l'air qui sort. 10 secondes seulement. Et remarque, ces 10 secondes peuvent déjà paraître plus longues que tu ne le pensais. C'est ça, reprendre la main. On se retrouve très bientôt. D'ici là, rappelle-toi, tu ne peux pas arrêter le temps, mais tu peux arrêter de le laisser passer sans toi. Dernier point, souvent sous-estimé, la vitesse n'est pas seulement dans les écrans, elle est aussi dans nos seuils. Si tu passes d'une tâche à l'autre sans transition, ton esprit reste en suspension, comme un onglet jamais fermé. C'est fatigant et ça rend tout flou. Alors crée des fins. Une fin de journée, une fin de conversation, une fin de session. Quand tu termines un travail, note la prochaine action sur un papier, puis ferme l'ordinateur. Quand tu sors d'un appel, reste 30 secondes sans parler, juste pour laisser retomber. Quand tu te couches, choisis un geste qui dit « c'est fini ». Lumière basse, téléphone loin, 2 respirations lentes. Ce n'est pas du développement personnel décoratif, c'est de l'hygiène cognitive. Et si tu veux un levier puissant, sanctuarise 1 heure par semaine sans flux. 1 heure où tu ne consommes rien. Pas de news, pas de reels, pas de messagerie. 1 heure pour produire, marcher, écrire, réparer, cuisiner, ranger, penser. Au début, tu sentiras presque un manque. Puis tu verras apparaître autre chose, une continuité intérieure. Et cette continuité, c'est exactement ce qui redonne au temps sa profondeur. Garde une règle simple. Chaque matin, choisis 3 priorités réelles, pas 15 intentions floues. Tout le reste est optionnel. Plus tu disperses ton attention, plus le temps se fragmente. Plus tu hiérarchises, plus tes journées deviennent lisibles et donc mémorables. Et si tu veux aller encore plus loin, pense ton temps comme un système, pas comme une bataille. Le système, c'est l'ensemble des petites règles qui tournent,
même quand tu es fatigué. Quand tu n'as pas d'énergie, tu ne tiens pas grâce à la motivation, tu tiens grâce à l'architecture. Par exemple, définis des portes pour ton téléphone. Une porte le matin, pas de téléphone tant que ton corps n'a pas bougé et tant que tu n'as pas bu un grand verre d'eau. Une porte le soir, pas de téléphone à partir d'une heure fixe, parce que la dernière heure avant le sommeil imprime la tonalité mentale de la nuit. Et une porte au travail, pas de notification visible quand tu dois produire. Ce n'est pas extrême, c'est du bon sens opérationnel. Tu peux aussi utiliser une règle simple, une seule source à la fois. Si tu manges, tu manges. Si tu marches, tu marches. Si tu parles avec quelqu'un, tu es avec lui. Ça paraît évident, mais c'est exactement ce que notre époque a rendu difficile. L'unité. Or, l'unité crée de la profondeur, et la profondeur crée la sensation de temps. Autre levier puissant, ralentir volontairement certains gestes. Pas tous, sinon tu te fatigues. Mais choisis-en quelques-uns, toujours les mêmes. Ouvrir une porte sans précipitation. Ranger un objet jusqu'au bout. Répondre à un message après une respiration. Ce sont des micro-ralentissements qui rééduquent ton cerveau à ne pas vivre en mode urgence permanent. Plus tu casses l'automatisme, plus tu redeviens présent. Il y a aussi un piège qu'on oublie, la confusion entre information et transformation. Tu peux regarder 100 vidéos sur la productivité et ne rien changer. Le temps sera rempli, mais ta vie restera la même. La transformation demande du silence, de l'application et un peu de répétition. Donc quand tu apprends quelque chose, décide tout de suite d'une action minuscule qui l'incarne. Un geste, un rendez-vous, un réglage, une phrase. Sinon, l'information redevient du bruit. Et n'oublie pas les relations. Le temps se dilate quand il est partagé avec qualité. Une vraie conversation a souvent plus de densité qu'une journée entière de scroll. Quand tu écoutes quelqu'un sans préparer ta réponse, tu crées un espace rare. Et cet espace, ton cerveau le marque. C'est de la résonance au sens strict. C'est du temps qui compte. Enfin, protège ton sommeil. Pas comme un conseil santé abstrait, mais comme une stratégie temporelle. Un cerveau fatigué encode moins, distingue moins et compresse davantage. Il se souvient moins, donc il perd plus de temps. À l'inverse, un cerveau reposé voit plus fin, enregistre mieux et donne plus d'épaisseur aux journées. Le sommeil n'allonge pas les heures, il densifie la vie. Si tu veux une image finale, le temps n'est pas une ressource que tu dépenses, c'est un milieu dans lequel tu évolues. Et ton attention, c'est ton outil de navigation. Quand elle est dispersée, tu dérives. Quand elle est posée, tu avances. Et quand elle est alignée, tu as cette sensation très rare. Tu n'es plus en retard sur ta vie. Tu es dedans. Qui peut même te créer un calendrier de densité. Pas un planning surchargé, mais quelques rendez-vous non négociables avec toi-même. Une marche longue le week-end. Une session de création sans interruption. Un moment de lecture Nantes. Un appel à un proche. L'idée n'est pas de rajouter, mais de choisir ce qui fait trace. Quand tu as au moins 2 ou 3 moments de ce type dans la semaine cesse d'être une ligne droite. Elle devient une histoire. Et si tu te demandes comment tenir dans la durée, pense en termes de friction. Rends les comportements qui te vident plus difficiles. Désactive les notifications non essentielles. Retire les applis les plus addictives de l'écran d'accueil. Déconnecte-toi de tes comptes sur le navigateur. Impose un mot de passe long. Et rends les comportements qui te nourrissent plus faciles. Un livre posé à portée de main, des chaussures prêtes pour marcher, une liste courte de choses importantes à faire, un espace rangé pour travailler. On ne change pas une vie par des promesses. On la change par de la friction et de la facilité. Dernière chose, accepte que certaines journées seront rapides. Ce n'est pas un échec. Le but n'est pas de ralentir tout le temps, mais de ne plus te faire voler ton temps par défaut. Quand tu choisis consciemment d'aller vite,
tu restes acteur. Quand tu vas vite par automatisme, tu te perds. La différence est là, dans la conscience. Et plus tu pratiques ça, plus tu remarqueras un phénomène simple. Tu ne cherches plus à remplir le vide. Tu utilises le vide pour te retrouver. Le vide devient une base, pas une menace. C'est là que tes idées se regroupent, que tes émotions se clarifient, que ta mémoire remet de l'ordre. C'est là aussi que la vie reprend sa texture. La pluie sur une vitre, le bruit d'une ville au loin, une odeur de café, la sensation d'être vivant sans devoir le prouver. Dans un monde qui te pousse à produire et à montrer, ces instants gratuits sont une reconquête. Si tu as envie, fais une expérience sur 7 jours. Chaque jour, choisis un moment de 5 minutes où tu ne fais rien d'utile. Pas pour méditer parfaitement, juste pour être là. Tu observes, tu respires, tu laisses passer. Au jour 1, tu t'ennuies. Au jour 3, ton cerveau commence à se calmer. Au jour 7, tu réalises que tu as récupéré quelque chose que tu croyais perdu. La capacité d'être présent sans distraction. Et cette capacité, c'est le socle de tout le reste. Tu n'as pas besoin de changer de vie du jour au lendemain. Tu as besoin de changer de rythme. Un peu, souvent. Et surtout de te traiter comme quelqu'un qui mérite son propre temps. Parce que le temps que tu ne respectes pas, personne ne le respectera à ta place. Le temps, ce n'est pas un ennemi, c'est un espace. À toi de décider ce que tu y laisses entrer. Et quand tu sens que tu repars en pilotage automatique, reviens à la base. Une respiration lente, un regard posé, une seule chose à la fois. C'est simple, mais c'est exactement ce qui change la perception du temps. C'est là que le temps redevient humain, et toi avec. Vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et active les notifications. Ça m'aide énormément. Et toi, ça te donne un rendez-vous régulier pour reprendre le contrôle de ton attention. Partage-la aussi à quelqu'un qui te dit souvent « tout va trop vite ». On se retrouve très vite.